Vous pensez que les années 1970 étaient uniquement consacrées aux anti-héros masculins et au machisme? Détrompez-vous. Enfouis sous les drames criminels sombres et les films catastrophes, se trouvent des films dirigés par des femmes qui ont brisé les normes, réécrit les attentes et osé placer les femmes au centre du pouvoir, de la complexité et de rébellion. Aujourd'hui, nous déterrons 13 trésors oubliés où les femmes n'ont pas seulement brisé le moule, elles l'ont fracassé. Wanda, 1970. Bien avant que l'expression cinéma indépendant ne devienne tendance, Wanda de Barbara Loden a fait irruption sur la scène comme une révolution silencieuse. Situé dans les ruines post-industrielles de la Pennsylvanie, le film suit Wanda, une femme passive et errante qui abandonne sa famille pour une vie d'incertitude. Ce qui le rend absolument hypnotique, c'est la façon dont il refuse de la juger. Pas de sensationnalisme, pas de rédemption hollywoodienne, juste une existence brute et sans filtre. Loden n'a pas seulement joué le rôle principal, elle a écrit et réalisé le film elle-même, faisant d'elle l'une des premières femmes du cinéma américain à le faire. En solo, avec un budget restreint de 115 000 $ et tourné avec un réalisme de style documentaire, Wanda ressemble plus à du cinéma vérité qu'à fiction. La cinématographie capture les paysages désolés de la région charbonnière avec une authenticité saisissante, plaçant Wanda comme une petite figure contre de vastes indifférents, comme une complice plutôt qu'une égale. Mal. Ce portrait sans concession de l'aliénation d'une femme de la société, des rôles familiaux, voire d'elle-même, était sans précédent dans le cinéma américain. Les critiques ne savaient presque pas quoi en faire en 1970, mais il a remporté le prix du meilleur film étranger au Festival du film de Venise et est devenu une référence pour les cinéastes féministes des décennies plus tard. La redécouverte du film dans les années 2000 a suscité une nouvelle vague d'appréciation critique, avec des cinéastes comme Sofia Coppola le citant comme une influence majeure. Aujourd'hui, il est préservé par la Bibliothèque du Congrès, mais la plupart des spectateurs ne l'ont toujours pas vu. Si vous êtes prêt pour quelque chose de brut, dépouillé et douloureusement authentique, Wanda est Attente, The Velvet Vampire, 1971. Qui dit que l'exploitation ne peut pas être subversive? The Velvet Vampire, réalisé par Stephanie Rothman, mélange l'horreur gothique avec des frissons psychosexuels ensoleillés dans le désert de Californie. Il met en vedette Céleste Yarnall dans le rôle de Diane Le Fanu, une vampire séduisante et immortelle avec des idéaux féministes. Morsure. Lorsqu'un couple moderne visite sa maison isolée, il ne faut pas longtemps avant que séduction, danger et désir se fondent en un pouvoir surréaliste et sensuel. Jouer. Rothman était l'une des rares réalisatrices dans le royaume des séries B de Roger Corman, et elle a saisi cette opportunité comme un scalpel. Bien que promue avec le style typique du Grindhouse, Rothman a renversé les attentes du genre en faisant de Diane plus qu'une fantaisie masculine. Elle est un prédateur, oui, mais aussi un symbole de libération, d'autonomie et de rébellion contre le patriarcal, rôle. Ce qui distingue The Velvet Vampire des autres films d'exploitation de l'époque, c'est son langage visuel. Rothman utilise des séquences de rêve impliquant des dunes de sable rouge sang et des paysages désertiques surréalistes pour externaliser le désir féminin de manière presque avant-gardiste. La vampire elle-même conduit un buggy, bien loin du traditionnel carrosse et chevaux, symbolisant son autonomie moderne et son rejet du style gothique. Contrainte. Le film inverse également de manière astucieuse les dynamiques de pouvoir du récit traditionnel de vampire. Ici, le mari est séduit et affaibli tandis que sa femme développe progressivement une attirance complexe pour Diane qui brouille les lignes entre la peur, le désir et la solidarité féminine. Cette ambiguïté sexuelle était radicale pour l'horreur des années 70. En coulisses, Rothman s'est heurté aux producteurs qui voulaient plus de nudité et moins de nuances, mais sa vision a prévalu. Elle a ensuite remarqué qu'elle avait inséré le féminisme comme une contrebandière, en livrant les éléments d'exploitation requis tout en les subvertissant d'eux. Bien que le film n'ait pas fait un carton au box-office, il est devenu un classique culte, surtout parmi les chercheurs en horreur féministe et les amateurs de cinéma subversif. Si vous pensiez que les films de vampires concernaient tous des hommes en cape, The Velvet Vampire vous fera réfléchir à nouveau. Une femme sous influence, 1774. Préparez-vous. John Cassavetes. Une femme sous influence n'est pas un film léger, mais il est inoubliable. Gina Rowlands offre l'une des performances les plus émotionnellement brutes jamais capturées sur pellicule en incarnant Mabel Longhetti, une ménagère au bord de la crise de nerfs. Sa descente n'est pas présentée comme de l'hystérie, mais comme une réponse douloureusement humaine au souffle
et imposée aux femmes. Tourné avec un budget minuscule et initialement prévu comme un court-métrage, Girlfriends a pris la forme d'un long-métrage grâce à la détermination de Whale et à une subvention de l'American Film Institute. La production était un véritable effort indépendant. Whale et son équipe utilisaient souvent leurs propres appartements comme décor, empruntaient du matériel et travaillaient avec une équipe réduite. Équipe. Melanie Maron brille en tant que Suzanne, apportant de la vulnérabilité et de l'humour à un personnage dont les insécurités sont douloureusement relatables. Le casting de soutien comprend Christopher Guest et Bob Balaban, tous deux offrant des performances discrètes qui ne font jamais ombrage à l'histoire centrée sur les femmes. Stanley Kubrick l'a qualifié de l'un de ses films préférés. Cependant, pendant des années, il a disparu de la vue du public. Ce n'est que récemment que Girlfriends a réémergé comme un chef-d'œuvre proto-féministe qui a ouvert la voie à une narration centrée sur les femmes sans mélodrame. C'est drôle, douloureux, plein d'espoir et très réel. Hester Street, 1975. Réaliste, poétique et rempli de détails culturels, Hester Street raconte l'histoire de Gittel, une immigrante juive russe affrontant le New York des années 1890, après avoir retrouvé son mari assimilé. La performance saisissante de Carol Kane lui a valu une nomination aux Oscars. Mais c'est la réalisatrice Joanne Micklin-Silver qui mérite tout autant d'éloges. À une époque où les femmes réalisatrices étaient quasiment invisibles à Hollywood, Silver a insisté pour diriger cette histoire de résilience féminine et d'identité culturelle. Lorsque les studios ont rejeté le projet, affirmant que le public ne regarderait pas un film avec des dialogues en yiddish et un cadre d'époque, le mari de Silver a levé les fonds indépendamment, lui permettant un contrôle créatif total. Ce qui en a émergé est un chef-d'œuvre de féminisme historique. Le film explore comment l'immigration affecte les dynamiques de genre au sein du mariage, alors que les valeurs traditionnelles de Gittel se heurtent à l'américanisation enthousiaste de son mari. Lorsqu'il exige qu'elle abandonne sa perruque orthodoxe pour adopter des modes modernes, cela devient un champ de bataille pour l'identité culturelle et la femme. Autonomie. Tourné en noir et blanc pour évoquer à la fois l'authenticité de l'époque et le documentaire. Réalisme, Hester Street recrée les ténements animés et les ateliers de couture du Lower East Side, avec un détail remarquable malgré ses ressources limitées. Budget. Le style visuel du film rend hommage à la photographie ancienne et au récit d'immigrants tout en gardant une attention intime sur le parcours intérieur de Gittel. Malgré la résistance des distributeurs, il est devenu un succès surprise au box-office, gagnant plus de 5 millions de dollars avec un petit budget. Sa reconnaissance critique a aidé à ouvrir des portes pour davantage de réalisatrices et à des récits ethniques spécifiques dans le cinéma américain. Cinéma. Son héritage perdure dans chaque histoire d'immigrants racontée avec dignité et profondeur. Si vous voulez un drame d'époque avec un cœur féministe vibrant, celui-ci est essentiel. Dans The Driver's Seat, 1974. Elizabeth Taylor, comme vous ne l'avez jamais vue, dans The Driver's Seat, elle joue Lisa, une femme profondément perturbée, en quête de quelque chose ou quelqu'un, avec un aspect inquiétant à travers Rome. Détermination. Basé sur la nouvelle de Muriel Spark, ce thriller psychologique était un net éloignement pour Taylor, qui a produit le film elle-même pour échapper aux limites du glamour. Rôle. Ce qui rend ce film si stimulant et féministe, c'est son refus d'expliquer ou de pathologiser son protagoniste. Le comportement de Lisa, bizarre, autodestructeur, parfois cruel, est présenté sans le cadrage psychologique habituel qui rend les femmes difficiles, compréhensibles pour audience. Elle existe simplement, suivant sa propre logique impénétrable vers une destination qu'elle seule comprend. La performance de Taylor est stupéfiante. Dépourvue de sa chaleur et de son glamour habituel, elle crée un personnage aux angles aigus et aux intentions mystérieuses. Ses vêtements criards, son maquillage agressif et son comportement erratique la transforment en anti-Cléopâtre, rejetant les standards de beauté qu'il avait définis, carrière. C'était un choix audacieux pour une actrice dont l'image publique était si liée à la féminité conventionnelle. Le ton désordonné du film et les choix de montage bizarres ont déconcerté les critiques, mais cela fait partie de son surréalisme. Charme. Le réalisateur Giuseppe Petroni Griffi utilise des flash-forwards, des changements de couleur et des angles de caméra désorientants pour plonger les spectateurs à l'intérieur de la fracture de Lisa. Perspective. Le film résultant ressemble à une réponse féministe au film d'art centré sur les hommes de l'époque, offrant la désintégration d'une femme comme quelque chose méritant une exploration artistique sérieuse. Bien qu'il ait échoué à sa sortie, le film est maintenant un artefact culte, cité à la fois par les féministes et les amateurs d'horreur pour sa représentation d'une femme se désintégrant par défi, non faiblesse. Il préfigure l'horreur féministe ultérieure et mérite d'être reconnu aux côtés d'œuvres comme Répulsion et Persona. C'est une dissidence qui vaut la peine d'être vécue. Osmaz Julia. Basé sur le mémoire controversé de Lillian Hellman, Pentimento, Julia est un conte obsédant de femmes.
l'amitié masculine, le courage et la résistance politique. Jane Fonda joue Hellman, une dramaturge impliquée dans le monde dangereux de la résistance anti-nazie, grâce à son amie énigmatique, Julia, interprétée avec une grâce ferme par Vanessa Redgrave. Ce qui distingue Julia dans le paysage cinématographique des années 1970 est sa représentation de l'héroïsme féminin en dehors des contextes domestiques. Le film dépeint des femmes engagées dans une résistance politique à haut risque, mettant leur vie en jeu pour des engagements idéologiques plutôt que romantiques ou familiaux. Cette représentation du courage féminin était radicale, à une époque où les histoires de femmes étaient généralement centrées sur le mariage et la maternité. L'amitié centrale entre Hellman et Julia offre un contre-récit puissant aux films d'amis de l'époque. Leur connexion est intellectuelle, politique et profondément émotionnelle, sans jamais être réduite aux stéréotypes compétitifs ou mesquins qui caractérisent souvent les relations féminines à l'écran. Lorsque Liliane traverse les frontières européennes avec des fonds illégaux cachés dans son chapeau, elle n'agit pas par amour pour un homme, mais par loyauté envers la cause d'une autre femme. Bien que Fonda ancre l'histoire, la performance de Redgrave est inoubliable, calme, imposante, tragique. Les deux femmes représentent différents types de bravoure. Hellman avec ses mots, Julia avec ses actions. Leur personnalité contrastée, la détermination anxieuse de Hellman contre la sérénité de Julia, conviction, créant un portrait complexe de la manière dont les femmes naviguent dans la résistance politique selon leurs propres termes. En coulisses, le film a été réalisé par Fred Zinnemann, juste après son succès avec Un homme pour l'éternité, mais la puissance émotionnelle repose entièrement sur ses protagonistes féminines. Le scénario, bien qu'adapté par Alvin Sargent, porte la voix de Hellman, vive, provocante et sans compromis. Féminin. Redgrave a remporté l'Oscar et le film a reçu 11 nominations. Mais au fil des ans, Julia a disparu de la mémoire culturelle, en partie à cause des débats sur son exactitude factuelle. Pourtant, en tant que film, il se dresse fièrement, un portrait richement nuancé d'amour, de loyauté et de sacrifice entre deux femmes dans un monde dominé par hommes. À la recherche de Mr. Goodbar, 1977. L'un des films les plus sombres et les plus incompris de la décennie, À la recherche de Mr. Goodbar plonge tête la première dans la révolution sexuelle et nous montre le coup. Diane Keaton joue le rôle de Teresa Dunn, une enseignante apparemment posée, le jour qui descend dans un monde de bears, d'aventures d'un soir et de recherche de frissons risqués par nuit. C'est un regard glaçant et complexe sur une femme explorant la liberté, mais hantée par le danger. Sorti à un moment charnière du féminisme de la deuxième vague, le film affronte les contradictions de la libération sexuelle féminine dans une société encore patriarcale. Le voyage de Teresa, de la jeune fille catholique protégée à la femme célibataire aventureuse sur le plan sexuel, n'est ni condamné ni célébré, mais examiné avec une honnêteté inébranlable. Ces excursions nocturnes offrent à la fois plaisir et péril, liberté et de nouvelles formes de confinement. Ce qui rend Goodbar particulièrement complexe, c'est qu'il refuse toute catégorisation facile. Ce n'est ni un conte moral, ni un récit d'autonomisation. La sexualité de Teresa est présentée à la fois comme libératrice et autodestructrice, un paradoxe avec lequel de nombreux critiques féministes de l'époque luttaient encore. Son rejet du chemin domestique ressemble simultanément à une rébellion et à un auto-sabotage. La performance de Keaton est magnétique, complexe, tragique. Défiant. Toute fraîche de son succès dans Annie Hall, elle se déleste de tout charme comique pour créer un personnage troublant, profondeur. Dans les scènes de bar, où Teresa adopte différentes personnalités pour différents hommes, Keaton nous montre à la fois l'excitation de l'auto-invention et son désespoir sous-jacent. Le réalisateur Richard Brooks utilise des techniques visuelles saisissantes, lumière stroboscopique, angles déconcertants, coupes abruptes entre les scènes de jour et de nuit pour contraster la vie d'enseignement ordonnée de Teresa avec son chaos. Nuit. Le langage visuel du film suggère que les deux mondes sont finalement contraignants, offrant différentes formes de représentation plutôt qu'une véritable liberté. Derrière la caméra, le studio avait des réserves sur la fin graphique, mais Brooks a insisté sur son réalisme sombre. Les chiffres au box-office étaient solides, mais l'héritage du film reste enchevêtré dans des débats sur le féminisme et le fatalisme. Une chose est sûre, Monsieur Goodbar n'est pas facile à regarder, mais il est impossible à oublier. Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce, 1080, Bruxelles, 1975. Ce chef-d'œuvre belge ne sera peut-être pas un film à pop-corn, mais c'est une réalisation monumentale dans le cinéma féministe. Réalisé par Chantal Akerman, le film suit minutieusement une femme au foyer veuve, interprétée par Delphine Seyrig, pendant 3 jours de cuisine, de ménage et de travail du sexe pour soutenir son fils. Sur papier, cela semble banal. À l'écran, c'est frappant.
hypnotique. L'approche révolutionnaire du film réside dans son traitement du temps. Tout au long de ces plus de 3 heures, nous observons les rituels domestiques de Jeanne en temps réel, épluchant des pommes de terre, faisant les lits, préparant café. Cette attention radicale au travail féminin traditionnellement invisible force les spectateurs à voir ce que la société typiquement ignore. Dès le 2e jour, lorsque les routines de Jeanne commencent à montrer de petites perturbations, une cuillère tombée, un plat trop cuit, pommes de terre, ces minuscules variations deviennent chargées de tensions dramatiques. La rigueur formelle d'Ackerman, position de caméra statique, composition symétrique, minutage précis, crée un langage visuel aussi régimenté que la vie de Jeanne. L'appartement devient une prison géométrique avec des portes encadrant Jeanne comme une femme piégée dans architecture. Le design sonore du film est tout aussi méticuleux, mettant en valeur les bruits domestiques, l'eau qui coule, le tintement des assiettes, les portes qui se ferment, qui forment la bande-son de l'enfermement féminin. Ce qui est particulièrement révolutionnaire dans Jeanne Dielman, c'est la manière dont il transforme l'espace domestique en espace politique. Territoire. En montrant comment les systèmes patriarcaux façonnent même les aspects les plus privés de la vie des femmes, Ackerman rend le personnel starkement politique. La prostitution de l'après-midi de Jeanne est présentée non pas comme un échec moral, mais comme une nécessité économique, une autre forme de travail pour maintenir sa façade de classe moyenne. Ackerman, à peine 25 ans à l'époque, a défié toutes les règles du cinéma commercial avec des plans longs et statiques, un dialogue minimal et une durée de plus de 3 heures. Pourtant, Jeanne Dielman n'est en rien ennuyeux. Il accumule l'attention comme une cocotte minute, menant à l'un des dénouements les plus choquants de l'histoire du cinéma d'art et d'essai, un moment de violence à la fois inattendu et totalement inévitable. Les critiques ne savaient pas quoi en faire en 1975, mais aujourd'hui c'est vénéré. En 2022, il a été nommé le plus grand film de tous les temps dans le prestigieux sondage Sight and Sound. Ce n'est pas un hasard. C'est un film qui transforme la routine quotidienne en rébellion. Image, 1972. Ne vous laissez pas tromper par le titre. Image de Robert Altman parle moins de photographie et plus d'identité fracturée. Susanna York offre une performance captivante dans le rôle de Catherine, une auteure pour enfants qui perd lentement prise sur la réalité. Hallucination, double et chronologie changeante tordent le récit en un labyrinthe psychologique. Contrairement à de nombreux films sur les femmes folles, Image refuse d'expliquer l'état psychologique de Catherine par des traumatismes commodes, ou la réduire au statut de victime. Au lieu de cela, il place les spectateurs à l'intérieur de sa perspective désintégrante, brouillant la ligne entre réalité et hallucination jusqu'à ce que nous partagions son désorientation. Cette approche subjective était révolutionnaire pour l'horreur psychologique centrée sur les femmes, qui avait généralement observé les femmes en difficulté à distance clinique. Ce n'est pas qu'un portrait de la folie, c'est une méditation sur les rôles fragmentés que les femmes sont forcées de jongler. Soignantes, artistes, amantes, mères. Les hallucinations de Catherine impliquent souvent des versions alternatives d'elle-même ou d'autres femmes qui ont joué des rôles dans la vie de son mari, suggérant que sa dépression provient en partie de la tâche impossible de réconcilier des identités féminines concurrentes. Le cadre du film, une maison de campagne isolée en Irlande, devient un personnage à part entière, avec des paysages brumeux et des routes sinueuses qui reflètent le labyrinthe intérieur de Catherine. Altman utilise des surfaces réfléchissantes, fenêtres, miroirs, étangs, pour fragmenter l'image de York tout au long du film, renforçant visuellement sa personnalité éclatée. Altman a écrit le scénario lui-même, mais l'interprétation de York l'élève en quelque chose de troublant. Sa performance est d'autant plus remarquable qu'elle écrivait simultanément un livre pour enfants, À la recherche des licornes, qui apparaît dans le film comme le travail en cours de Catherine. Ce brouillage entre actrice et personnage ajoute une autre couche méta à l'exploration de l'identité dans le film. La musique de John Williams, avec le percussionniste Tsutomu Yamashita, ajoute une touche inquiétante, pulsant comme un battement de cœur sous l'esprit détraqué de Catherine. Le design sonore innovant contribue également à l'atmosphère psychologique, en déformant les bruits quotidiens et en superposant les dialogues de différentes chronologies. Bien qu'Image ait valu à York le prix de la meilleure actrice à Cannes, le film n'a jamais trouvé sa place dans le grand public. Peut-être trop cérébral, trop inconfortable, mais son héritage vit dans l'ADN de chaque thriller psychologique avec une femme comme protagoniste. Pensez à Black Swan, pensez à Répulsion, puis revenez en arrière, car Image l'a fait en premier. Une femme libre, 1978. À ceux qui survivent à la peine de cœur. An Unmarried Woman retrace la renaissance émotionnelle d'Erica Benton, interprétée par la lumineuse Jill Clayburgh, une épouse et mère new-yorkaise dont la vie s'effondre lorsque son mari la quitte pour une femme plus jeune. Que pourrait
ont été une histoire de divorce cliché, devient une exploration triomphante de l'individualité, la sexualité et l'indépendance. L'intelligence du film réside dans son observation minutieuse du parcours d'Erika, allant de la dévastation à la découverte de soi. Nous voyons son effondrement initial, vomissant dans la rue après la confession de son mari, mais aussi sa reconstruction progressive de son identité à travers la thérapie, l'amitié, l'art et l'exploration sexuelle. Cet examen approfondi du divorce du point de vue d'une femme était sans précédent dans le cinéma grand public, qui avait traditionnellement traité l'abandon féminin soit comme une tragédie, soit comme châtiment. Écrit et réalisé par Paul Mazursky, le film équilibre le chagrin avec l'humour, avec des conversations franches, des séances de thérapie et de véritables amitiés féminines non filtrées. Les scènes entre Erika et son groupe d'amis soudés offrent certaines des représentations les plus authentiques au cinéma de la façon dont les femmes se parlent réellement entre elles, soutenir sans édulcorer, conseiller sans juger. Ce qui rend une femme libre particulièrement féministe, c'est la façon dont elle renverse le récit romantique typique. Lorsqu'Erika commence une relation avec un artiste charismatique, Alan Bates, le film suggère que la romance fait partie de son parcours, et non sa destination. La scène finale, où elle lutte pour transporter une immense toile à travers les rues de Soho, devient une métaphore visuelle parfaite de sa nouvelle indépendance. Precious Series Brace Screams, maladresse, difficulté, mais finalement son propre choix. Kleberg donne vie à Erika avec grâce et courage, obtenant une nomination aux Oscars et une reconnaissance mondiale. Sa performance capture à la fois la vulnérabilité et une force naissante, souvent dans la même scène. La célèbre séquence où elle danse seule dans son appartement, passant de pas hésitants à une joie abandonnée, encapsule l'évolution de son personnage avec un minimum dialogue. C'était l'un des rares succès grand public de cette liste, rapportant plus de 24 millions de dollars, mais il semble toujours sous-estimé aujourd'hui. Pourquoi? Peut-être parce qu'il s'agit d'intelligence émotionnelle, pas de spectacle, il n'y a pas de course-poursuite, ni de bataille judiciaire, juste une femme qui redécouvre sa valeur, un pas désordonné à la fois, et cela, en 1978, était radical. 13. The Trouble with Angels, 1973, ressorti. Bien que sorti initialement en 1966, The Trouble with Angels a connu une seconde vie au début des années 70 à travers des projections sur les campus et des cercles de films féministes. Pourquoi? Parce qu'il osait montrer de jeunes femmes se rebeller avec charme et esprit dans une école de filles catholiques. École. Hayley Mills et June Herding jouent des élèves espiègles qui défient l'autorité de mère supérieure, interprétée par Rosalind Russell dans l'un de ses derniers grands rôles. Ce qui rend ce film particulièrement significatif, c'est sa réalisatrice, Ida Lupino, une cinéaste pionnière qui a commencé à réaliser à une époque où presque aucune femme ne travaillait derrière la caméra à Hollywood. Lupino a apporté de la nuance à ce qui aurait pu être une simple comédie, imprégnant le film d'observations subtiles sur l'autorité féminine, le mentorat et la rébellion dans des espaces autorisés. Le féminisme du film opère à plusieurs niveaux. En surface, il célèbre les espiègleries et la solidarité des filles, leurs idées brillantes et acerbes pour perturber l'école. Routine. Plus profondément, il explore comment les communautés féminines développent leur propre structure de pouvoir et système de valeurs en dehors de l'influence masculine. L'école devient un microcosme où des femmes de différentes générations négocient autorité et indépendance. Peut-être de façon plus subversive, le film suggère que la vie religieuse pourrait être un choix légitime pour les jeunes femmes intelligentes et indépendantes. Non pas comme une évasion ou un refus, mais comme un chemin alternatif vers l'autonomie féminine. Lorsque l'une des élèves rebelles choisit finalement de devenir nonne, cela n'est présenté pas comme une capitulation, mais comme une adhésion consciente à une vie centrée sur les femmes. Communauté. The Trouble with Angels était un succès à l'époque, mais a disparu dans le canon cinématographique dominé par les hommes. Sa résurgence dans les années 70 l'a requalifié en une célébration des liens féminins et de la découverte de soi, ouvrant la voie à des histoires féministes centrées sur les adolescentes comme Mona Lisa Smile et Booksmart. Aujourd'hui, cela ressemble à un plaisir léger mais trompeusement subversif. Un rappel que toutes les rébellions ne portent pas de vestes en cuir. Si l'un de ces titres a éveillé votre curiosité, c'est le moment de les rechercher, les diffuser en streaming ou de dépoussiérer votre lecteur VHS. Beaucoup ont été restaurés et réédités ces dernières années, trouvant de nouveaux publics grâce aux plateformes de streaming et aux distributeurs spécialisés comme Criterion. Collection. Leur redécouverte n'est pas juste un exercice de nostalgie. C'est une réappropriation de l'histoire cinématographique des femmes et une occasion de retracer la réalisation féministe jusqu'à ses racines. Et nous ne faisons que commencer. Si vous avez envie de découvrir plus de perles cachées, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de laisser un commentaire avec votre pépite oubliée préférée. À la prochaine fois.
Continuez à regarder, continuez à creuser et ne sous-estimez jamais les femmes de l'âge d'or du cinéma.